frère Odile, et elle nous a vraiment passionnés, qui nous a beaucoup parlé. J'invite madame, puisqu'on dit plus mademoiselle par ici, chercheuse pour la région MENA à Amnesty International. Je vais passer le micro. Je ne sais pas si ça passe. Oui, ça va. Merci beaucoup pour cette première présentation des faits, je pense que c'est crucial. De mon côté, donc, je suis chercheuse à Amnesty International. De mon côté, je pense que c'est beaucoup plus utile d'avoir le détail du dossier de la part des avocats et le détail de ce qui s'est passé depuis la condamnation, depuis 2022-2023, pour les individus condamnés et les familles. Mais je peux juste ajouter de notre côté la position d'Amnesty International sur le sujet de la peine de mort et sur ce dossier. Donc, bien sûr, nous, de notre côté, Amnesty International, on a une position, on va dire, fixe, qui est qu'on rejette l'utilisation de la peine de mort, donc qui va au-delà du droit international. Donc on rejette l'utilisation de la peine de mort dans tous les cas, pour tous les crimes, sans aucune exception. On considère que la peine de mort est le châtiment le plus cruel, le plus dégradant, le plus inhumain qui puisse être appliqué, qu'il ne peut pas y avoir d'exception. Et qu'il s'agit d'une violation absolue du droit à la vie et du droit à être protégé contre la torture et les peines et les traitements dégradants, les traitements inhumains. Donc pour nous, la peine de mort n'est jamais la solution, qu'il s'agisse d'homicide ou d'autres crimes dits graves. Comme l'ont expliqué les intervenantes précédemment, voilà, notre position est basée sur différents points, notamment le fait que la peine de mort est irréversible et que les erreurs de justice sont toujours possibles, qu'on reconnaît qu'il n'y a pas d'effet dissuasif à la peine de mort, que souvent la peine de mort résulte d'un traitement discriminatoire pour différents groupes, disons, protégés, et qu'on voit les pays qui appliquent le plus la peine de mort dans le monde sont les pays où il y a le plus de violations du droit à un procès équitable et où il y a le plus de risques de procès politiques, on va dire. Donc pour toutes ces raisons, Amnesty s'oppose à la peine de mort de manière absolue, on va dire. Et donc dans ce cas-là, bien sûr, Amnesty a pris position pour cette affaire après la condamnation en première instance pour demander l'annulation à minima des condamnations à la peine de mort. Donc basé sur plusieurs éléments. Ça va. Basé sur plusieurs éléments déjà, les allégations de torture dont M. Salem a mentionné. Donc 5 personnes au moins, donc Amnesty a pu documenter, donc c'est juste les cas qu'on a pu documenter. 5 personnes ont déclaré devant le juge au procès donc des allégations de torture, notamment qu'elles auraient été électrocutées, qu'elles auraient été victimes de tentatives de noyade, menacées de viol, et donc forcées à faire des aveux. On pense notamment à Mohamed Lascli. Et il n'y a pas eu d'enquête ouverte à la suite de ces allégations. Je parle en connaissant devant les avocats. Donc ça, c'est déjà un élément extrêmement problématique. Ensuite, on a vu que ce procès a été aussi entaché de nombreuses autres violations de garanties, violations liées au droit à un procès équitable. Donc on voit par exemple que 5 personnes ont été jugées par contumace, ce qui est extrêmement problématique sachant qu'elles ont été ensuite condamnées à mort. Il y a eu des personnes aussi qui n'ont pas été informées du procès, pas été notifiées. Le procès était à huis clos. Et on a aussi au moins 9 témoins qui étaient absents le jour du procès, donc sachant que le droit à un procès équitable requiert qu'on a la possibilité d'avoir des témoins, une confrontation, une présentation des éléments de dossier, des preuves, et donc une présentation, intervention des témoins. Et donc 9 témoins étaient absents le jour du procès. Donc ça, ce sont les violations les plus, manifestes.
Et en plus de ça, donc ces violations-là, les allégations de torture, et on a au moins 6 personnes, donc les personnes que nous on a pu documenter, qui ont été clairement condamnées seulement pour leur affiliation au MAC. Et donc, sur cette base-là, c'est problématique vu que la désignation terroriste du MAC, on considère qu'elle est problématique, qu'elle est basée sur un cadre législatif qui ne respecte pas les standards en droit international en cette matière, voilà, sans rentrer dans les détails. Mais donc, voilà, sans aucun autre élément matériel ou élément probant les liant aux faits, donc, comme l'a été démontré aujourd'hui. Donc sur cette base, voilà, on a parlé de procès inique, voilà, qui marque vraiment une tâche dans l'histoire judiciaire de l'Algérie et qui malheureusement s'insère dans une répression, une escalade répressive qu'on a observée en 2021, qui a malheureusement un peu été un peu l'apogée en fait après une escalade progressive, une fermeture de l'espace public, une attaque voilà contre les militants, notamment voilà sur la base des accusations terroristes. On a ce procès voilà qui a marqué un peu un coup fort dans cette escalade répressive et qui a des conséquences encore jusqu'à aujourd'hui. Et on est comment dire, on peut pas dire heureux, mais vu à quel point aussi c'est rare dans ce genre de procès qu'il puisse avoir une acceptation en fait du recours en cassation. Je serais curieux aussi d'avoir un avis sur pourquoi est-ce que potentiellement ce recours, cet appel en cassation a été accepté. On espère que potentiellement c'est un signal qu'on peut avoir une issue plus favorable dans ce nouveau procès. Et on appelle encore une fois à l'annulation des condamnations à minima, à celle des condamnations à peine de mort. Sachant aussi que, bon, autre signe aussi à soulever, tout à l'heure on a parlé un peu du contexte en Algérie par rapport à la peine de mort, qu'on a vu en 2025 aussi certains signaux un peu inquiétants sur les prises de position des autorités, du ministre de la Justice, et la révision d'une loi sur le trafic des stupéfiants, notamment, qui a réintroduit la peine capitale pour certains crimes liés au trafic de drogue. Donc on voit aussi un certain signaux on a l'impression qu'il y a une forme d'élargissement aussi des crimes que les autorités algériennes veulent que les autorités algériennes considèrent passibles de la peine de mort. Donc il y a aussi en parallèle ce développement inquiétant qui, j'espère, ne présage pas d'une volonté des autorités d'être encore plus sévère sur ce procès. Voilà, je vais m'arrêter là, je pense, mais voilà, je pense que c'est très utile pour nous d'avoir les détails de ce procès aujourd'hui, de revenir et d'en parler et de rendre ça beaucoup plus visible. Merci. Merci Nadège. Je vais passer la parole à Maître Rick, avocat auprès de la CPI, pour sa communication. Merci pour cette invitation. Donc, l'abolition de la peine de mort, je vais parler un peu pour parler de la Tunisie et de l'Algérie aussi, les deux pays sur le plan de conventions internationales ont ratifié presque les mêmes instruments. Quand on parle de peine de mort, c'est plutôt l'article 6 du pacte international des droits civils et politiques, et surtout son paragraphe 2, puisque les deux pays ont encore la peine de mort. C'est une question délicate, et ça explique pourquoi, par exemple, la charte africaine a un peu contourné, en tout cas, n'a pas traité frontalement la question. Donc, elle a consacré un droit à la vie. Et puis la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples n'a pas lésiné sur la constatation que la peine de mort est contraire à la droit de la vie. C'est un peu indirect, mais les obstacles ou ce qui fait cette question délicate dans nos pays, c'est vrai que c'est pas seulement un certain atavisme, à savoir nos cultures, nos religions, mais aussi ce plaidoyer d'abolition est de plus en plus difficile vu la conjoncture internationale avec
Voilà, l'exécution sans procès, les génocides, le déficit de plus en plus important du droit international. Et sur le plan national, il y a un rétrécissement de tout ce qui est principe d'état de droit. Voilà pour ce qui est de la délicatesse de cette question. Les ONG qui travaillent sur l'abolition sont perçus un peu comme idéalistes, vu que, par exemple, ils ne se déploient pas pour défendre l'abolition comme critère, par exemple, dans les critères d'extradition pour les étrangers, pour le droit d'asile, pour l'Union européenne, par exemple, la liste des pays sûrs, l'abolition des droits de la peine de mort n'est pas un critère. Donc voilà, bon, en Tunisie comme en Algérie, on a beaucoup de textes qui consacrent la peine de mort, bien que on n'exécute pas depuis 1992, je crois, c'était la dernière exécution. C'est un tueur en série d'enfants, donc de Nebel, qui a été le dernier à être exécuté. Mais les textes sont un peu nombreux qui décident de cette peine de mort en violation, bien sûr, de l'article 6, paragraphe 2 du Pacte international des droits civils et politiques, et qui prévoit que cette peine, si elle n'est pas abolie, doit être réservée aux crimes les plus graves, ce qui n'est pas le cas, bien sûr, avec les lois antiterroristes dans les deux pays et même les codes pénals. Par exemple, je prends l'article 72 du code pénal tunisien. C'est un article qui est assez concis, voilà, et punit de peine de mort l'auteur de l'attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement, d'inciter les gens à s'armer les uns contre les autres ou à provoquer les désordres, le meurtre ou le pillage sur le territoire tunisien. Voilà, c'est un texte qui n'est pas précis, ce qui va à l'encontre du principe de la légalité des crimes et des peines, qui exige que les termes utilisés sont assez précis pour que les gens puissent adopter leurs attitudes et savent ce qui est interdit, ce qui ne l'est pas. Ce qui n'est pas le cas ici, on parle d'attentat, voilà, et puis on ajoute un critère de but. Mais qu'est-ce que c'est un attentat? Cela a répondu la jurisprudence qui a étalé jusqu'à considérer un statut Facebook comme un crime qui, à la base de l'article 72, vaut, non pas passible, vaut une peine de mort. En fait, le tribunal de première instance de Grobey a décidé la peine capitale pour un internaute qui a fait quelques statuts sur Facebook. Donc voilà, et la cour criminelle, qui est composée de 5 magistrats, agissait sur instruction. Hein. En Tunisie, la magistrature est opaque. Donc, quand l'affaire est sortie, et voilà, ce jugement est publié, ça fait un tas de remous sur les réseaux sociaux. La presse internationale a écrit là-dessus, à tel point que voilà, le président de la République a décidé de rétro-pédaler. Et là, en faisant une bévue judiciaire encore plus imaginez quelqu'un qui est condamné à la peine capitale, qui renonce à la peine. Et oui, il a renoncé à la peine pour se faire gracier par le président. Voilà, donc, l'affaire est... voilà, bon, c'est un exemple assez exceptionnel, mais véridique, de ce que peut faire une magistrature
qui n'est pas indépendante. Vous savez, en Tunisie, le président de la République peut révoquer tout magistrat sans aucun motif et sans aucune procédure préalable. Donc, peut-on parler ici de magistrature ou d'État même? Et ça vaut aussi pour la Tunisie que pour l'Algérie, que pour le Maroc, que pour la Libye, que pour la Mauritanie. Donc, mon confrère nous a donné des exemples, voilà, donc, de cette réalité rocambolesque des magistratures de la région, qui est, à mon sens, un autre argument de fait, mais assez conséquent, pour abolir la peine de mort. Si on l'accepte en principe, est-ce qu'on va accepter que c'est jugé par de tels tribunaux et une telle magistrature? Donc voilà ce que j'ai voulu dire à ce propos. Donc, est-ce qu'on a des États? Est-ce qu'on est en présence de magistrature avant de parler d'abolition ou de restriction de la peine de mort? Merci. Merci, Maître Bellery, pour votre exposé. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, bien sûr. Tout à l'heure, Maître Bellery a fait une forme de parallélisme de forme entre les événements de 2001 et les événements de 2021. J'ajouterai, moi aussi, les événements de 1963, c'est-à-dire des militants que le FFS appelle les militants de la démocratie, et qui, malgré de nombreuses tentatives, même au niveau de l'Assemblée nationale, n'ont pas pu être restitués, ne serait-ce qu'au niveau du récit national en tant que martyrs de la démocratie. Ils n'ont même pas réussi à les restituer dans le récit national, dans le récit kabyle, en règle générale. Tant que tous ces comptes-là, me semble-t-il, et ce n'est pas pour faire preuve d'une certaine forme d'essentialisme, tant que tous ces différends, tous ces désaccords, toute la violence subie ne sera pas soldée politiquement, elle doit être soldée aussi humainement, elle doit être soldée aussi psychologiquement. Et ça, je parle sous le contrôle de mon ami Hassan. Donc, si on n'arrive pas à solder tous ces comptes, bien évidemment, ce sera encore des événements tristes que nous aurons à subir. Voilà, j'ai terminé, c'était juste une petite... Bon, je vais prendre les noms